Le 14 mai 2017, le peuple français fait un choix démocratique fort. Il se choisit pour président un jeune, alors âgé de 39 ans. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il est le 25e président de la République française et le 8e président de la 5e République. Emmanuel Macron est le président de la jeunesse. Il est le président de l'espoir. Il arrive à la tête du pays dans un contexte économique difficile et ancien ministre de l'économie qui avait réussi à faire une réforme qui l'a rendu populaire. La France mise sur Emmanuel Macron pour relever les défis de la société. Emmanuel Macron va faire des promesses fortes au peuple français. Il arrive avec des déclarations fortes et des réformes notamment sur la fiscalité et sur le travail en vue de rendre la France un pays économiquement fort, un pays économiquement indépendant, un pays économiquement libre. Après 8 ans passés à la tête du pays, les Français l'interpellent sur la situation du pays et lui demandent des solutions concrètes pour les 2 années qui lui restent à la tête de la nation. À cet effet, une interview est organisée sur la chaîne de télévision française TF1. Cette interview va durer 3 heures de temps. Tous les sujets sont mis sur la table et aucun sujet n'est écarté. Emmanuel Macron fait alors face à divers responsables dans différents domaines de la société française, parmi lesquels la directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Cette dernière va se lancer dans un débat épique avec le président de la République, un débat difficile à cerner pour le président. Elle accuse Emmanuel Macron d'avoir menti sur ses promesses économiques à la nation. Elle accuse Emmanuel Macron d'être le responsable du surendettement de la France. Monsieur le Président, la dépense publique a augmenté de 170 milliards d'euros en 5 ans. Ces chiffres donnent le vertige. En y consentant, nous avons commis la faute la plus grave, en laissant à nos enfants la charge d'une dette insoutenable, faute d'avoir eu le courage d'affronter la réalité. De cette lâcheté, nous sommes tous coupables. Un pays ne peut vivre durablement dans l'inertie et le mensonge. Vous reconnaissez ces mots, Monsieur le Président ? Ce sont les vôtres. Ceux de votre livre « Révolution ». Et les Français s'attendaient, quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 300 milliards de dettes. Le pire déficit de la zone euro. Et nous sommes parmi les derniers sur la dette, avec la Grèce et l'Italie. Depuis votre élection, Monsieur le Président, nous avons accumulé plus de 1 000 milliards de dettes en plus. Alors, je sais que vous allez me répondre que vous avez eu à affronter des crises. Le Covid, la crise énergétique, la guerre en Ukraine. Mais les autres pays de la zone euro ont eu les mêmes crises à affronter. Et ils n'ont pas augmenté la dette publique autant que nous. Si nous avions endetté la France au même rythme que les autres pays de la zone euro depuis 2017, nous aurions aujourd'hui environ 500 milliards d'euros de dette en moins. Donc la moitié de l'évolution, de l'augmentation depuis 2017. Pour la France et pour les Français, nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec ce modèle social qui nous vaut les prélèvements obligatoires les plus élevés de tous les pays de l'Union, qui ampute le salaire des Français, on en a parlé tout à l'heure, parce que le modèle social, il est payé sur le salaire des Français, qui surtaxe nos entreprises, parce que ce sont avant tout nos entreprises qui payent le surcoût du modèle social français. Ça nuit à leur compétitivité, ça détruit de la richesse et de l'emploi. Alors si nous continuons à faire semblant que tout va très bien, nous risquons une très grave crise de la dette. Et ce jour-là, ce sont les Français qui paieront. Alors nous sommes maintenant face au mur. Il reste 2 ans, Monsieur le Président. 2 ans avant la fin de votre quinquennat. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de trouver des solutions pour sortir de l'engrenage de la dette, pour baisser enfin les dépenses publiques? Et c'est possible. D'autres pays l'ont fait. En Europe, ils ont soit baissé leurs dépenses en valeur,
soit parfois gelé, mais ça existait dans plein de pays, aux Pays-Bas, en Suède, en Allemagne, au Portugal. Est-ce qu'il n'est pas temps, Monsieur le Président, de sauver notre pays qui mérite tellement mieux que cette espèce de déclassement qu'on voit tous les jours, que les Français voient tous les jours, qui s'inquiètent de plus en plus de cette dette? Longue question. Monsieur le Président, comment la France en est-elle arrivée là, notamment ces 8 dernières années? Nous étions à 2200 milliards de dettes, oui. Nous sommes à 3300 milliards de dettes. Je voulais qu'on regarde l'évolution de la dette publique peut-être sur les 20 dernières années, parce que vous l'avez évoqué, parce que je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment qu'on a fait quelque chose d'aberrant. Je reviendrai après aux comparaisons, mais si vous regardez par an, on l'a augmenté d'1,8 point. Vous avez raison, d'ailleurs on voit que c'est à partir des crises, comme vous l'avez très bien rappelé. Mais mon prédécesseur, qui n'a pas eu de crise financière, l'a augmenté de 1,4 point par an. Le président Sarkozy, qui a eu une crise financière, a augmenté de 5,3 par an. Le président Chirac, sous son deuxième mandat de 0,9 points, beaucoup plus le mandat précédent, où il avait un gouvernement qui n'était pas majoritaire. Je veux dire par là, il ne faut pas non plus raconter des cracks aux gens. On n'a pas eu, ces 5 dernières années, une gestion qui a fait que c'était totalement fou par rapport à notre modèle. Mais vous parlez de pourcentage? Non, là, on parle de vrais milliards. Non, mais moi, ça fait plus. Oui, mais c'est en points. Mais je veux dire, c'est très important de voir par rapport au rythme. Maintenant, si on regarde le déficit, en deux mots, parce que vous l'avez dit, puis après, on va ensemble parler de la suite. Entre 2017 et 2019, quand j'arrive aux responsabilités, on baisse les impôts d'une manière massive. Parce que ce que vous dites, on l'a fait. Quand je suis élu, l'impôt sur les sociétés est à 33 un tiers, avec même une surtaxe. On l'a ramené à 25%. On a commencé à baisser les impôts de production. On a supprimé des impôts, la taxe d'habitation, puis après, même la redevance télé. Donc, en 2017-18, on baisse beaucoup d'impôts. On fait la flat tax, on baisse l'IS. En baissant les impôts, parce qu'on baisse la dépense. Vous regardez, on passe sous les 3% de déficit en 2018-2019. Ces 25 dernières années, je crois qu'on passe 3 fois sous les 3%. En 2006, en 2018-2019. Donc on a eu une politique vertueuse. Ensuite, on a la crise des Gilets jaunes, qu'on arrive à tenir. On baisse les impôts pour répondre aux Gilets jaunes. On réinvestit dans certains services publics, mais on baisse l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a le quoi qu'il en coûte, la crise du Covid. Je l'assume totalement. Jusqu'au bout du bout du bout. Oui, parce que, je vais vous dire, d'abord, personne, pendant la crise du Covid, m'a dit là, il ne faut pas faire ce que vous faites. Hein. Et gouverner, ce n'est pas forcément être populaire. Non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il n'y a eu aucune opposition m'a dit, j'ai eu que des gens qui me disaient qu'il faut beaucoup plus aider. En réalité, le quoi qu'il en coûte, on l'a continué bien après le Covid. On va revenir, parce que vous avez très bien détaillé les choses, je suis assez d'accord avec votre chronique, donc je vais la faire comme vous. Mais la crise du Covid, on a fait quelque chose qui est inédit. Mais on a protégé notre appareil productif, c'est-à-dire on a protégé les gens qui travaillent. Nos restaurateurs, nos entreprises, le chômage partiel. Et on a un peu fait ce que les Allemands avaient fait pendant la crise financière. La réalité, c'est que, oui, on a dépensé beaucoup d'argent, mais on a prévenu un chômage qui sinon serait tombé. Parce que beaucoup de pays européens ont eu une augmentation du taux de chômage en sortant du Covid, que nous n'avons pas connu. Que nous avons maintenant, à la sortie des prêts garantis par l'État, avec des faillites qui se multiplient aujourd'hui. Non, la crise qu'on a là est liée au modèle énergétique européen et la concurrence déloyale, et les pays européens voisins, y compris ceux qui... Vous ne pouvez pas dire ça. Si, c'est vrai. Non, mais en réalité... La crise industrielle qu'on a là aujourd'hui, elle n'est pas liée aux sorties de PGE, c'est pas vrai. Le problème de l'emploi marchand français est énormément lié au fait que nos entreprises surpayent le modèle français. Les chiffres que nous avons à la Fondation IFRAP sont très clairs. 157 milliards de prélèvements obligatoires en plus sur nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. Mais vous avez raison, c'est tous pour les ça ans, que tous les ans, un boulet fiscal énorme. En fait, et malgré tout ce que vous avez fait, ça n'a pas baissé. Pourquoi ? Parce qu'on a fait une politique de l'offre minuscule finalement. Non, on a fait une vraie politique de l'offre. Mais pourquoi ? Parce qu'en face, vous ne baissiez pas les dépenses. Donc vous n'aviez pas de marge. Mais on va venir sur les dépenses. Non, mais c'est ça la réalité. Finir sur le déficit. On ne peut pas baisser les impôts si on ne baisse pas les dépenses en face. Et c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'on peut revenir ? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On réaugmente les impôts. Pourquoi ? Parce qu'on a creusé du déficit. Moi, je suis totalement contre augmenter les impôts. Si on peut regarder juste le déficit. Mais moi aussi, que vous avez apporté, c'est un schéma que vous avez, mais qui est factuel, qui est un truc public qui est sorti de... Bon, donc là, on protège, mais donc on a évité le chômage. Et derrière ça, on fait des économies pendant cette période. Parce qu'on fait nos réformes de l'assurance. On va trop loin. Pardon. On fait nos réformes de l'assurance chômage, etc. Qui est les clés. Je vais y revenir sur comment on fait des économies. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en sortie ? On a en effet la guerre, l'inflation. On a protégé. On a protégé plus que les voisins, vous avez raison. Plus longtemps.
Mais pourquoi? Parce qu'on a, En 2022, Monsieur le Président. On a protégé pour réformer. En 2022, non, mais j'assume totalement. En 2022, Monsieur le Président, on a dépensé 90 milliards de plus que ce qui avait été voté au Parlement. Mais vous savez... 90 milliards de plus. Alors en 2022, on a eu beaucoup plus de recettes. Mais c'est pas une raison. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une surélasticité. Le problème qu'on a eu, il est beaucoup plus en 2023. Et en 2023, on a continué, autour de 30 milliards de plus. Et en 2024 aussi. Donc la réalité, c'est qu'on ne respecte pas ce qu'on vote au Parlement. Et que derrière, on ne peut pas suffisamment baisser les prélèvements obligatoires pour réenclencher une dynamique positive. Je voudrais juste revenir sur cette séquence. Un instant. Parce que dans la partie où on est fait crise énergétique, on a protégé les Français, les entreprises et les Français. Vous dites trop, très bien. Moi, je dis c'est ce qui nous a permis de faire des réformes. Parce que n'aurions-nous pas protégé, on a payé pour continuer à réformer. On a refait une réforme de l'assurance chômage, puis on a fait une réforme des retraites. Aucun pays européen n'a fait une réforme des retraites. Enfin, ils sont déjà en moyenne à 65. Mais parce qu'ils les ont fait il y a 15 ans. Oui, c'est un des points sur lesquels je vais revenir. La France... Peut-être que vous auriez pu, en 2017, faire campagne sur le report de l'âge. Et on serait en 2017, j'ai fait campagne pour le système par points. En 2017, vous nous avez dit il n'y a pas besoin de report. Non, mais parce que si on avait voté... Ce qui était factuellement faux à l'époque. Pardon, si on avait fait la réforme par points, on peut rouvrir ce débat, on a beaucoup parlé de retraite, mais on l'équilibre. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut voir aussi que les gouvernements successifs, quand ils voulaient dépenser moins pour protéger, en 2022, 23, même 24, ils avaient des oppositions qui disaient si vous ne dépensez pas plus, on vous censure. Et même les Républicains. Oui, mais à ce moment-là, Monsieur le Président, il y a peut-être quelque chose qu'il fallait faire en 2022, c'était une coalition. Mais vous pensez que Mme Borne puis M. Attal, ils n'ont pas essayé de faire une coalition? Alors attendez, franchement, c'est pour ça que on n'a pas eu l'impression que vous aviez vraiment essayé. Mais pardonnez-moi, si vous voulez faire de la politique... Mais dans n'importe quel autre pays... Je voudrais l'un et l'autre, s'il vous plaît. Dans n'importe quel autre pays européen, il y aurait une vraie coalition avec un programme de coalition. Je voulais vous ramener l'un et l'autre à coalition. On aurait baissé les dépenses, on aurait pu voter des lois de finances rectificatives, ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était dans cette situation. Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vais revenir à la base de l'économie. J'appelle ça de mes voeux. Oui, mais là où la Cour des comptes, en février. C'est que, pardon, mais sur les aides énergétiques, toutes les oppositions, même les Républicains... mais nous en sommes là. Donc, tout ça pour dire... Vous avez déjà vu des politiques qui demandent moins de dépenses publiques. En réalité, ils demandent toujours tous plus de dépenses publiques. Et vous, le premier, vous avez plutôt l'habitude de signer plutôt plus de chèques que moins de chèques. Moi, je crois dans une politique de l'offre. On a en 8 ans... Monsieur le Président, Monsieur le Président, la Cour des comptes, il y a 2 mois, Monsieur le Président, la Cour des comptes, il y a 2 mois, en février, décrit en 2 mots, là nous perdons du temps, en 2 mots, la situation des dépenses publiques. On essaie d'expliquer aux Français où la on en est, dépense publique donc française est en roue libre. Ce sont les magistrats de la Cour des comptes. Comment en sommes-nous arrivés collectivement? Ça, je crois que là-dessus... C'est dans leur rapport, Monsieur le Président. Oui, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Elles sont sous contrôle. Non, elles ne sont pas en roue libre. Elles ont fortement augmenté pour les raisons qu'on évoquait. Et pour d'autres raisons aussi, qui sont en grande partie le modèle social et la dynamique de la dépense. Et là, on va venir à la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que durant les 8 ans qui viennent de s'écouler, pendant 2 ans, nous avons su baisser les impôts et maîtriser la dépense publique. Ensuite, 2 ans. 2 ans sur 8. Non mais d'accord, mais je dis donc que ça existe. Ensuite, on a été confronté à des crises historiques, mais je veux bien, j'ai essayé de faire de mon mieux face à ces crises. Oui, mais face à ces crises historiques, on a, et je l'assume, protégé pour maintenir de l'offre. Vous connaissez et on a essayé de faire. Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Et mon souhait, c'est qu'en effet, il puisse y avoir un accord de coalition le plus large possible et que les forces qui sont en situation de gouverner se mettent d'accord pour qu'on puisse... Non, c'est un peu tard. Non, je ne crois pas. Si. Mais écoutez, pourquoi ce serait tard? Les Allemands viennent d'avoir un nouveau chancelier qui rassemble la droite et la gauche. Donc est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le Président, à faire ce qu'on attend depuis le début, c'est-à-dire une remise au carré des missions de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale? Alors, allons-y. Alors, je vous réorganiser vraiment, parce que quand vous avez lancé le CNR, on pensait que vous alliez faire une vraie réorganisation. Moi aussi, c'est ce que je voulais faire. Pardonnez-moi, je voulais, s'il vous plaît, nourrir ce questionnement. On est resté sur des sujets un peu picrocolants et on n'est jamais allé vraiment. Je voulais juste nourrir votre réflexion avec un témoignage. On parle de la maladie de la dette et celle des normes. L'une des maladies françaises très bien identifiées, c'est donc la folie des normes. Écoutez ce témoignage, c'est un commerçant parisien, il vend des ustensiles de cuisine. François-Xavier Ménage l'a rencontré il y a quelques jours. Ce qu'il dit vaut mieux qu'un long débat. Regardez. Bon, on est avec Christian. Vous avez sorti l'intégralité des papiers sur l'année. Vous dites qu'il y a beaucoup trop de taxes en France. Et vous avez sorti ce papier. Alors expliquez-moi ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est.
c'est marqué financement du dialogue social 2024 en forfait 150 €. Ça dépend du ministère du Travail et de la Santé. Vous n'avez pas de salariés. J'ai pas de salariés, et puis le dialogue social, vu les grèves, les machins et tout ça, je vois pas. Pour payer qui? Pour payer les syndicats ou ceux qui défilent? Je ne vois pas. Emmanuel Macron avait promis un choc de simplification. Est-ce que vous considérez que le travail est en marche? Bah non, parce que pour lier, il faut ouvrir des comptes sur Internet, il faut y aller, il faut aller chercher les justificatifs pour donner au comptable, machin, etc. On passe 1 heure par jour sur la journée de travail, quoi. Je vous l'avais dit, hein, en 1 minute 30, on dit plus que quelquefois en 15 minutes de débat. Cette norme à laquelle il est obligé de s'astreindre, cette dépense qu'il est obligé de faire, ne le concerne nullement. Comment en arrivons-nous à ce scénario kafkaïen? De toute façon, il y a... Oui. La pile des codes, c'est assez clair. Je suis d'accord. Moi, je suis pour qu'on continue de simplifier drastiquement. Que faites-vous? Bah, C'est pourtant simple. Les gouvernements successifs, d'abord, je veux pas faire... Je ne suis pas un homme orchestre, ce n'est pas le président de la République, heureusement, qui fait les choses. Et je dirais encore moins depuis juillet dernier. Non, vous êtes le capitaine, vous êtes Oui, celui qui dit mais je vous donne 2 ans pour réduire les normes. Sur la simplification et les normes, je pense que c'est un combat très important. On l'a fait sur beaucoup de choses. L'impôt à la source, c'est une très grosse simplification. Avec les indépendants, on a fait un plan qui a d'ailleurs été proposé par l'UDP, qui a simplifié beaucoup de choses sur leur déclaration. Mais il y en a encore trop. Et des normes françaises et des normes européennes. Donc ce combat de simplification, c'est pour moi une des priorités. Et c'est pour le coup un point sur lequel je pense qu'on peut avoir des majorités. Et donc il y a en ce moment un texte de simplification sur les délais, par exemple, et c'est clé. Parce que ce que dit monsieur pour un indépendant, c'est des heures de travail en moins. Enfin, c'est du coût administratif. Mais il faut voir que les normes, c'est aussi du coût sur nos projets. Et quand on se donne la peine, on y arrive. Ce qu'on a fait sur l'industrie verte, ce qu'on est en train de faire, il y a un texte qui chemine au Parlement, c'est clé. Il n'y a pas de fatalité. Oui, mais en fait, Monsieur le Président, vous nous aviez dit on va simplifier, on va faire un choc de simplification. D'ailleurs, beaucoup de présidents l'ont dit avant vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a 70 codes en vigueur aujourd'hui en France. On est envahi de normes. Il faut se dire que dans les pays européens, c'est plutôt moins d'une vingtaine de codes dans chaque pays européen. Depuis 2017, le code de la santé a augmenté de 33% en nombre de mots. Le code de l'environnement de 32%, le code du travail de 20%, le code général des impôts de 15%. C'est ça la simplification? Non, vous avez raison. Allons-y. On est verbeux, on n'arrête pas d'empiler. Vous aurez noté que le président de la République dans notre pays a beaucoup de compétences, mais pas celle de faire la loi. Non mais pardon, je veux dire, je veux bien tout prendre sur ma facture. Franchement, mais à la fin des fins... ok, allons sur la loi climat-résilience. Quand même une loi que vous avez souhaitée. 2021. On n'est pas encore dans ce quinquennat actuel. Les ZFE, les zones à faible émission, les Français n'y comprennent plus rien. C'était l'idée, dans 5 métropoles, d'empêcher 20% du parc de véhicules roulants de rentrer dans ces métropoles. Heureusement, là, le gouvernement a reculé là-dessus. Mais franchement, on perd du temps. Qu'est-ce que c'est kafkaïen? Et il n'y a pas que ça. On est aussi sur, par exemple, les panneaux d'hébergement pour les gîtes touristiques, etc. Un arrêté de 42 pages qui est sorti sur le sujet. Ils sont même en train de dire comment vous devez fixer la plaque. Mais c'est ridicule. On dirait que l'administration est en roue libre. Et là, je vais encore citer votre livre. Le pays vit pour l'administration et non l'administration pour le pays. Peu à peu, le réel s'éloigne. On est dans un enfer bureaucratique aujourd'hui. C'est ça la réalité de la vie des Français, des entreprises françaises. Le coût annuel, c'est 100 milliards par an. 80% ça pèse sur nos entreprises, sur les TPE, sur les PME. Est-ce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse? Non. Alors, quand est-ce que vous allez, à un moment, siffler la fin de la partie sur cette folie normative qui nous étouffe et dire qu'on va inverser cette courbe des normes et supprimer des lois, supprimer des normes, supprimer des règlements pour que vraiment on arrive à respirer un peu mieux. Aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est qu'on est de plus en plus contraint dans tous les actes de notre vie. Alors, on est passé de la dépense publique, j'espère qu'on va quand même y revenir, parce que c'est important. Est-ce qu'on dit là, on y revient dans un instant. Mais à la norme, je me retrouve totalement dans la volonté. Après, il y a un Parlement, quand il légifère, c'est très compliqué de l'arrêter. Maintenant, je crois que tout le monde, ce que vous dites, tout le monde le voit. Nos parlementaires le voient. Et non, c'est pas vrai, parce qu'ils ont aussi... Nous sommes paradoxaux, parfois. C'est-à-dire qu'on veut simplifier les choses, et puis dès qu'il y a un problème, on demande aussi une loi. Non, mais on est comme ça. Donc il faut aussi avoir l'honnêteté. On ne va pas dire on est tous foutus, parce que si on s'écoute là, on dit il y a plus rien, on plie les Gaules. On peut faire plein de choses, mais il faut le vouloir en fait. Mais il faut le vouloir. Quand j'ai été élu, je crois ça faisait 20 ans qu'on promettait de faire le prélèvement à la source. On l'a voulu, on l'a fait. Moi je veux qu'avant la fin de ce quinquennat, on fasse le versement social unique, c'est-à-dire une solidarité à la source. Beaucoup moins de paperasse.
qu'on puisse aller au bout de la numérisation sur des tas de dossiers. Et vous avez raison qu'on réduise ces codes. Et donc ça, c'est un travail qu'on doit engager. On l'a fait au niveau administratif. Si vous regardez les chiffres des circulaires, à partir de 2018-2019, elles fondent. Par contre, les règlements, les lois, on en a beaucoup trop. C'est vrai. Et donc, là-dessus, c'est tout le travail que j'ai demandé au gouvernement d'engager. Je ne suis pas le seul qui peut le faire. C'est d'engager un travail massif de simplification, parce que c'est de la complexité, c'est du découragement, c'est des délais. Mais c'est exactement le même travail qu'on est en train de faire, et ça, c'est le cœur du combat qu'on mène avec le chancelier contre vos propres administrations allemand. Et pas avec, parce que la réalité, c'est que... Non, mais c'est ça. Pardon, mais nos fonctionnaires, ce sont des gens engagés, loyaux. Ils veulent que le pays aille mieux. Quand on place la simplification au ministère de la fonction publique, je suis désolée, mais on a du mal à y croire. Ça fait des années sur le qu'on terrain, dit... ils veulent des réponses. Et donc, il faut bien les piloter. Ce n'est pas la faute des administrations, c'est la faute de leur chef. Dans ces cas-là, c'est pour ça que, à la fin, je prends, c'est ma responsabilité. C'est un combat national et c'est un combat européen. Depuis 2008, Monsieur le Président, on veut évaluer le coût des normes sur les entreprises. Vous êtes venu avec des propositions. On le fait. Agnès Verdier-Molinier, vous êtes venu avec des propositions, avec 2 propositions très intéressantes, très concrètes. Il y en avait 4 au début. Oui, mais ça réduit au lavage avec le temps qui passe. Alors, êtes-vous pour ou contre, Monsieur le Président, fusionner la carte vitale et la carte d'identité? En tout cas, je ne veux pas... Non, je suis pour avoir un document très simple, unique. Je ne sais pas si ça pose des problèmes de liberté publique. Non, mais, vous êtes contraint de dire oui ou non. Il y a des cas de fraude. Ça se passe en Belgique, ça marche en Belgique. Pourquoi ça marcherait pas en France ? En tout cas, si c'est possible, si la Constitution le permet, parce que c'est juste ça mon point, je suis garant de notre Constitution. Donc on met un oui. Tout ce qui simplifie permet de mieux contrôler, et lutter contre la fraude. Supprimer le statut à vie pour les embauches des agents des collectivités et des hôpitaux, comme vous avez fait pour la SNCF en 2018. On ne comprend pas pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les collectivités et les hôpitaux. Je pense qu'il faut continuer à moderniser ces fonctions publiques. Oui, c'est un oui. Donc c'est un oui, avec réserve, mais c'est un oui. Bloquer les dépenses publiques 2026 au niveau 2025 en valeur, en euros. Vous êtes obligé, vous ne pouvez pas faire autrement. Pardon ? Voilà. Non, mais toutes les dépenses publiques. Mais oui, l'ensemble des dépenses publiques. Comme un ménage le ferait, par mauvais temps. Un ménage se dit, l'un est au chômage, l'autre n'a pas été augmenté. Tous nos voisins qui ont eu des problèmes avec leurs finances publiques. Non, mais on peut y venir en vrai. Allons au fond du fond. Ça représente combien, ça ? On est autour d'une soixantaine de milliards. Ça représente 80 milliards de dérives par an. Ouais. C'est-à-dire, si vous faites 80 milliards, vous allez m'expliquer comment vous les faites. Je suis bien preneur. Aujourd'hui, la dépense de santé, je ne vois pas comment vous la mettez à zéro. C'est impossible. Parce que vous avez une population qui vieillit. En dépenses de santé, on a 15 milliards de dépenses administratives. On doit freiner. 15 milliards par an de dépenses administratives en santé. En tout cas, on administre trop en santé. Totalement d'accord. Et on doublonne entre le ministère... C'est pas vrai que vous mettrez à zéro vos entre dépenses. Les opérateurs de très bien. santé. Donc votre réponse... Non mais c'est très bien. Votre réponse est non. Très bien. La réponse c'est pas bon parce qu'on va avoir des gens qu'on pourra plus soigner. Très bien. Donc la réponse est non. En réalité, on peut baisser les coûts administratifs. Monsieur le Président, pour redresser les comptes publics, vous parliez des comptes publics il y a un instant, fort opportunément, voici 2 autres propositions très concrètes. Vous allez les entendre, mais alors pas du tout de même nature. L'une est faite par Michel Picon, vous le mentionniez tout à l'heure. Il est le représentant des petites entreprises, des artisans. Et l'autre vous est adressée par Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam France, qui est cette association qui lutte contre les inégalités. Écoutez-les. Bonsoir, Monsieur le Président. Michel Picon, je préside l'UDP qui représente les petites entreprises. Monsieur le Président, le travail ne paie plus, que l'on soit salarié, chef d'entreprise, indépendant ou fonctionnaire, et cela pour une raison simple. Une grande part de leur rémunération sert à financer la protection sociale. L'UDP propose d'augmenter de 22% les revenus du travail en supprimant la CSG et la CRDS. Êtes-vous d'accord avec ce projet de société qui vise à mieux rémunérer ceux qui travaillent en sollicitant d'autres sources de financement de la protection sociale? Et si oui, comment pensez-vous y parvenir? Voilà, 2 points de vue, 2 questions très directes, très simples. Et voilà. Président de la République. Je suis Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam France. Il y a 8 ans, vous vouliez être le candidat de la France du travail. Aujourd'hui, 60% du patrimoine des Français provient d'un héritage. Dans les années 70, c'était seulement 35%. Autrement dit, le travail des Français leur permet de moins en moins de faire des économies. Les héritiers sont plus favorisés que les gens qui travaillent. Et comme si ça ne suffisait pas, les inégalités de revenus augmentent. En ayant baissé les impôts des plus riches, vous y avez largement contribué.
Alors, Monsieur le Président, ma question est toute simple. Depuis 8 ans que vous êtes au pouvoir, les inégalités de revenus et de patrimoine n'ont cessé de se creuser. Comment le candidat du travail que vous étiez est-il devenu le président des rentiers? Cécile Duflot vous pose la question. Je réponds d'abord à Cécile. Oui, d'abord à Cécile Duflot, puis à Michel Picon. Non, d'abord, je ne suis pas d'accord avec son analyse. Moi, je pense que le travail doit mieux rémunérer. On va revenir à la première question ensuite. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 8 ans? On a essayé de se battre contre l'assignation à résidence. Aider les familles les plus démunies, en particulier les familles monoparentales, les mères seules. Dédoubler les classes pour améliorer justement l'enseignement. Travailler sur l'orientation, faire la réforme du lycée professionnel, réformer l'apprentissage. Quand j'ai été élu, on avait moins de 300 000 apprentis, on est quasiment à 1 million par an. Bon, ça, ce sont des choses qui permettent d'arriver au travail et à un meilleur travail pour des jeunes qui souvent étaient assignés à résidence parce qu'ils venaient d'une famille qui n'avait pas les moyens ou du mauvais quartier. Ce combat, est-ce qu'il est fini? Non. Il faut lutter contre les discriminations avec beaucoup plus de force et continuer, consolider tout cela, la réforme du premier cycle universitaire et autres. Ensuite, on a amélioré les revenus des travailleurs par plusieurs réformes, indépendamment du fait que, après, ça dépend de la négociation sociale. Mais quand on a baissé les cotisations sociales, salariales, pour les remplacer par la CSG, on a, de fait, amélioré ce que le travail rapporte et fait davantage contribuer. Oui, mais c'est les retraités au-dessus de 2 000 euros et les rentiers. Si, je suis totalement au cœur. Non, mais attendez, je vais reformuler sa question. Mais attendez, moi, j'explique ce qu'on a fait. Oui. On a baissé l'impôt sur le revenu des ménages, des premières tranches de l'impôt sur le revenu. Donc pas des 1000 ou 1500 Français les plus aisés, les plus riches. On n'a pas baissé leur impôt sur le revenu. On a baissé l'impôt sur le revenu des premières tranches. On a enlevé la taxe d'habitation qui touche les classes moyennes. Donc les gestes fiscaux ont été dans ce sens-là. Et après, on a des gens qui investissaient dans l'économie, qui ont vu leur impôt réduit parce qu'ils investissaient. C'est le prélèvement forfaitaire. Donc la politique qui a été menée depuis 8 ans, elle a permis de créer des emplois et elle a réduit la fiscalité sur les salaires. Est-ce qu'on est allé assez loin? Non. Comment se fait la prochaine étape? En baissant davantage nos dépenses, en tout cas en les maîtrisant mieux. Ça, c'est j'espère, ce sur quoi on va revenir. Faut-il imposer et donc, plus lourdement, non pas les héritages le président à du 300 000 travail, euros, et je ne suis pas du tout le président. Faut-il imposer, comme le dit Cécile Duflot, oui ou non, faut-il imposer plus lourdement, non pas les héritages moyens dont héritent les Français, mais les super héritages, 15 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions d'euros. Ils ne sont pas très nombreux, mais ça rapporterait de l'argent. Faut-il le faire ou pas? Allez-vous le faire ou pas? Ça n'est pas dans mon programme. Dans mon programme, il est plutôt de baisser la taxe d'héritage pour les plus modestes, parce que pour beaucoup de gens, hériter, et parfois c'est le fruit d'une vie de travail, où vous avez un pavillon que vous pouvez céder à vos enfants, et les enfants ne peuvent pas le reprendre parce qu'il y a encore trop de taxes. Donc moi, je ne crois pas que la solution soit dans l'augmentation de la taxation. Nos compatriotes, ils sont attachés à céder ce qui est le fruit du travail d'une vie à leurs enfants, et ils ont raison. Je pense que la clé, c'est qu'on aide davantage nos compatriotes à constituer un patrimoine plus important au cours de leur vie. Donc là aussi, je pense que la réponse, elle n'est pas dans les taxes. La réponse, elle est dans notre capacité à avoir plus de mobilité sociale et donc à permettre, quel que soit son milieu d'origine, de davantage accéder au travail et de davantage gagner par son travail que d'être plus taxé. Gagner de l'argent par son travail. Michel Picon vous fait une proposition extrêmement simple. Supprimer la CSG qui pèse sur les salariés, qui rapportent aujourd'hui plus de 170 milliards dans les caisses de l'État. Et ce faisant, vous augmentez instantanément le pouvoir d'achat des Français et vous trouvez cet argent ailleurs. C'est ce qu'il vous suggère. Je ne sais pas où on le trouve, parce que c'est assez simple. Si on l'enlève quelque part, il faut le retrouver. Et les gens vous disent rarement merci. Est-ce que ce système-là ne favorise pas le travail? Je pense que la CSG et la CRDS, ce sont des contributions qui ont un avantage, c'est qu'elles ont une base assez large. Et donc, si on commence à les miter en tous sens, on leur donne la maladie des autres impôts. Je pense que l'idée, la piste que suit M. Picon, qui est de dire on doit alléger ce qui pèse sur le travail, est bonne. Mais je pense que c'est plutôt vers les cotisations qu'il faut aller chercher que vers les contributions. Et donc, ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je souhaite que le gouvernement lance ce travail avec les partenaires sociaux pour qu'on réforme le financement de notre modèle social, et qu'on ait un modèle social qui soit moins financé par le travail et davantage sur d'autres facteurs, en particulier la consommation. Parce que quand on regarde nos voisins, certains taxent davantage la consommation. La consommation, c'est les touristes qui les payent, c'est parfois les entreprises avec les chèques restaurants, c'est les gens les plus aisés. Si on a, après des tarifs, des taux de TVA pour les biens de première nécessité qui sont bien préservés, je pense que c'est mieux.
Regardez cette question, elle est très simple, elle est posée par l'un de nos téléspectateurs sur TF1 Info. Question très simple, pourquoi ne pas agir sur le nombre de fonctionnaires pour diminuer le déficit public ? Il faudra agir sur certains non-renouvellements. Il y a des pistes qui existent, ce que le gouvernement est en train de travailler. Après, quand on regarde les choses, de quoi parle-t-on et de qui parle-t-on en masse ? Des militaires, on en a besoin, on va en engager. Des fonctionnaires dans la fonction publique civile, ce sont des professeurs. Est-ce qu'il en faut moins ? Je ne crois pas. On a moins d'élèves, donc je pense qu'il ne faut pas augmenter beaucoup le nombre des professeurs. Il y a eu tout un débat il y a quelques mois. Je pense simplement qu'il faut utiliser ça pour mieux enseigner et accompagner. Nos soignants, on a des difficultés à pourvoir les postes. On a recréé plutôt des postes de policiers, de gendarmes, de magistrats. Je pense qu'il faut faire des efforts sur ce qu'on suradministre, on l'a dit tout à l'heure. On a un taux de suradministration dans la santé quand on se compare aux autres qui est plus important. Donc là, on a des pistes. Si on continue à moderniser, à simplifier, on pourra dégager des marges de manœuvre. Je recite le prélèvement à la source qui a permis de réduire justement des postes parce qu'on a numérisé, simplifié. Donc c'est une des pistes, mais ce n'est pas celle qui crée le plus d'économies. Mais en 2017, le candidat Emmanuel Macron disait « Moi, je me fais fort de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. 8 ans plus tard, il y en a 200 000 de plus. » Non, mais pourquoi ? Mais pardon, enfin, je veux dire, très bien, mais il ne s'est pas passé rien entre 2017 et 2022. On a juste pris la pandémie du siècle. Excusez-moi. Vous n'avez pas embauché une médecin à l'hôpital public. Non, mais pardon, on a pris des coups de boutoir. Personne ne m'a proposé d'aller supprimer les 10 000 postes de gendarmes et de policiers. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Je le rajoute au Covid, je confirme. Donc le Covid, on a consolidé des postes dans l'hôpital et on a même dû passer des augmentations historiques. On a dû, en effet, être confronté à une montée de l'insécurité. On y a répondu aussi. On y reviendra dans un instant, bien sûr. Donc, je vais dire... Mais on a aussi un sujet de productivité dans nos administrations. Oui, on a un sujet de temps de travail et on a un sujet d'absentéisme qui est énorme. Alors, le sujet 15 milliards de coûts annuels. Non, j'aime pas faire des grandes caricatures sur nos fonds. Je vous promets. Je vous promets, nous vous réinviterons pour ce débat-là, qui n'est pas de mise ce soir. Parce mais on ne peut pas dire deux mots sur la dépense publique. 2 mots, mais vous n'allez peut-être pas vous y tenir. 2 mots, allez-y. J'ai fait un petit tableau de Mondrian, là, pour 1 000 € de dépenses publiques. Non, mais je trouve que c'est intéressant par rapport au débat. On doit, d'ici 2029, faire 70 € d'économie sur 1 000 € de dépenses publiques. OK ? Le gros, il est où ? Confère le débat qu'on avait avant, c'est les retraites. Quand vous avez 1 000 € de dépenses publiques, 253, c'est les retraites. Et d'ailleurs, les déficits des retraites pendant la période que vous avez évoquée de mon premier mandat et du début du deuxième mandat, c'est les retraites qui commencent à dériver. Ensuite, c'est la santé. Et la santé, il y a une dynamique d'augmentation qui est très importante. Est-ce qu'on peut le mettre à zéro ? Ce n'est pas vrai. Mais on doit réussir à la freiner. Il faut mieux responsabiliser. Ensuite, vous avez le reste. On a fait des réformes pour le chômage. Et puis, tout le reste, vous avez la charge de la dette, la sécurité et autres. Je dis juste parce que tout le fonctionnement des administrations publiques, c'est 66. Juste pour qu'on se donne. Donc, ce n'est pas vrai qu'on le règle qu'avec ça. Ce n'est pas vrai qu'on le règle en faisant... Le cœur de la bataille, c'est 2 choses. Et je finirai là-dessus. Mais vraiment en 2 mots, parce que là, c'est pas plus que 2 mots. De garder une réforme des retraites ou d'avoir quelque chose qui, au moins, est aussi rentable que celle qu'on a votée. Et c'est de freiner la dynamique des autres dépenses sociales, c'est-à-dire le chômage et la santé. Freiner la dynamique, reprendre le contrôle. Et la deuxième chose dont on a trop peu parlé, c'est la quantité de travail. C'est-à-dire qu'on doit permettre à tous de travailler. Parce que tout ça, on peut se le payer. Si on produit, et c'est ce qu'on oublie de dire depuis tout à l'heure. Et le problème le plus important de la France, c'est qu'elle ne produit pas assez. Et en vérité, qu'on a un modèle qui désincite au travail. Mais bien sûr, parce que j'ai fait 5 ans. on a une désincitation au travail. On joue une compétition de football. Oui. Quand les Allemands sont à 11 sur le terrain, nous, on est à 9. Et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. C'est rare de gagner un match de foot. C'est pas vrai parce qu'on a gagné, quelques belles finales. Vous aviez dit quand les Américains sont à 11, on est à 8. Okay. Mais Monsieur le Président, et donc la clé, c'est qu'on ait plus de jeunes qui rentrent sur le marché du travail et qu'on ait plus de seniors et qu'on... Très bien. D'où le sens de la réforme des retraites. Aussi. Juste un point important. Le graphique qui est venu était par vous-même. Il a été construit sur des chiffres officiels. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier.